Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le président français Emmanuel Macron vient d'achever une tournée africaine qui l'aura conduit tour à tour au Cameroun, au Bénin, puis en Guinée-Bissau. Première visite en Afrique depuis sa réélection en avril dernier. Elle était ou est certainement l'occasion de renforcer les relations ou de questionner à nouveau les relations entre ce pays et les États africains, notamment les États d'Afrique subsaharienne. Pour tenter de comprendre les ressorts, les enjeux et les perspectives de la nouvelle donne de coopération entre la France et les pays africains, nous échangeons aujourd'hui dans le cadre de la grande question sur Africa TV avec le docteur Claude Bekombo, diplomate, chercheur, puis docteur Jacques Koukam, philosophe, spécialiste intéressé par les questions de philosophie et d'éthique politique. Enfin, troisième intervenant de cet échange, docteur Richard Macon, consultant en gouvernance et acteur de la société civile. Pour entrer dans le vif du débat, docteur Richard Macon, permettez-nous de comprendre le contexte, le cadre actuel des relations entre la France et les pays africains, pour pouvoir ouvrir sur les enjeux de cette tournée africaine. Merci Fabrice, bonjour à tes millions de téléspectateurs, bonjour à mes copanélistes Jacques et Claude que j'ai le grand plaisir de retrouver cet après-midi. Le contexte de la visite du président français en terre camerounaise est connu. Il ne fait aucun secret. Sur le plan économique, l'un des aspects qui a le plus motivé la visite du président français reste que la France a perdu de nombreuses parts de marché sur le continent depuis plus d'une décennie maintenant, du fait évidemment de l'ouverture à la concurrence internationale, une multiplication des acteurs économiques mondiaux qui sont de plus en plus intéressés par la destination Afrique, que ce soit les acteurs étatiques, traditionnels, c'est-à-dire qui avaient des influences sur le continent, la France et les ex-puissances colonisatrices, mais progressivement les États-Unis. Et depuis les 2 dernières décennies, la montée en puissance de ce qu'on appelle les pays émergents, qui voient l'Afrique aujourd'hui un territoire d'opportunité. Dans cette configuration, les parts de marché de la France se sont progressivement diminuées et le contexte actuel n'est pas très favorable à la bonne santé des entreprises françaises qui opèrent sur le continent. À côté de cette multiplicité des acteurs étatiques, il n'y a que ce nouvel environnement aussi favorable à la promotion ou à l'avancée des acteurs non étatiques tels que les entreprises, en l'occurrence les entreprises multinationales qui localisent de plus en plus leurs capitaux sur le territoire africain, les différentes sociétés civiles des pays concernés, les individus qui sont aujourd'hui, à n'en point douter, des acteurs extrêmement importants des relations internationales. Donc dans cet environnement qui est dynamique, qui est changeant, les acteurs traditionnels ont vu leur part de marché diminuer face à cette concurrence, et ce qui a obligé les présidents français, les uns après les autres, à se succéder sur le continent pour défendre les intérêts de leurs entreprises et leurs intérêts propres. Il faut rappeler qu'il y a environ 20 ans, les entreprises françaises contrôlaient environ 70% du marché camerounais. Et qu'aujourd'hui, dans la configuration actuelle, l'influence et les parts de marché des entreprises françaises se chiffrent environ entre 10 et 12%. Ça veut dire que la France a énormément perdu en l'espace
de quelques décennies. L'autre chose qu'il faut rappeler, c'est que les chiffres de la balance courante, en l'occurrence de la balance commerciale entre la France et le Cameroun, les différents États qui commercent avec le Cameroun révèlent que, en termes de clients, ou en termes d'abord de destinataires des marchandises et des produits camerounais, la Chine vient en tête avec pratiquement 20% de nos exportations. Vous avez ensuite les pays comme la Belgique, la Suisse, l'Italie, qui sont des destinations importantes de nos exportations parce qu'ils exportent pratiquement nos matières premières, que ce soit le pétrole, que ce soit le gaz, le cacao, le café. Et quand vous regardez nos importations aujourd'hui, nous importons de la France environ 10% de nos importations, et essentiellement des produits médicaux, des composants justement essentiels aux appareillages médicaux. Mais nos importations les plus grandes nous viennent de la Chine. Nous importons de la Chine environ 17 à 18% de ce que nous consommons. Cette nouvelle configuration économique révèle de ce que la France a perdu des parts de marché et que la destination française, du point de vue économique, n'est plus une destination privilégiée pour le Cameroun. Cette diversification, donc, des rapports économiques, mais la France dans une situation qui est devenue un peu précaire. C'est donc le contexte économique immédiat dans lequel le président français séjourne en Afrique. Le deuxième aspect en rapport avec l'aspect sécuritaire et militaire. Vous avez vu ces dernières années la montée en puissance à la fois de la Russie, de la Turquie, de la Chine, des pays qui entretiennent des rapports diplomatiques, mais aussi dans le versant sécuritaire et stratégique extrêmement important, avec des pays qui nous sont proches, comme en l'occurrence la République centrafricaine, mais aussi avec notre pays. Nous avons une forte coopération militaire avec la Chine, avec la Russie, et la France voit sa zone d'influence militaire stratégique aussi perdre de son intérêt. C'est donc un contexte extrêmement important, à la fois pour la France, mais aussi pour les pays africains. Un contexte dans lequel le président français arrive au-delà des autres éléments, qu'on peut ajouter, qui sont tout aussi importants. Mais c'est quand même un contexte qui est fortement marqué par les aspects économiques et sécuritaires. Merci, Dr Macron. À côté de ces éléments que le Dr Macron vient d'évoquer, il y a les questions d'histoire, les questions mémorielles. Docteur Koukam, quel regard portez-vous sur l'idée que se font les Africains du rapport, de la relation de la France avec l'histoire du Cameroun, l'histoire de l'Afrique particulièrement? Merci infiniment, Fabrice, pour la question. Les questions mémorielles, je vous avoue que c'est des questions la manière avec laquelle on aborde la question est quelquefois gênante. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui pensent, beaucoup d'Africains, et parfois de très grands intellectuels, qui pensent que la France doit réparer cette histoire, que la France est redevable. Et nous vivons un peu avec, c'est ce que le professeur Antoine Mangabina appelait la pensée coloniale. C'est-à-dire que nous avons un démon colonial dans nos esprits qu'on n'a pas exorcisé. Et tant qu'on ne l'exorcise pas, on ne prend pas de responsabilité. Pour prendre la responsabilité, il faut se sentir soi-même responsable, je voulais dire coupable, parce que dans cette histoire, il y a notre part de responsabilité qu'il faut savoir évaluer. Évaluer notre part de responsabilité pour pouvoir nous prendre en charge. Parce que si nous n'évaluons pas notre part de responsabilité, nous passerons le temps à voir dans chaque problème que nous avons, la présence de la France. Donc la mémoire, évaluer, c'est réussir à s'exorciser et à se rendre compte que, évidemment, l'histoire, à un moment donné, s'est passée d'une certaine manière,
avec, et c'est ce que disait le président Macron, l'ouverture des archives. Oui, on va ouvrir les archives, mais sachez que les archives engagent la responsabilité d'un côté comme d'un autre côté. Et en prenant en compte que certains des responsables de ce moment-là sont encore vivants. Comment est-ce que nous allons prendre cela avec les enfants de ces personnes, avec ces personnes qui sont encore là? Donc, la question de la mémoire historique, l'histoire est importante. L'histoire, il faut la concevoir comme un starting block. On s'appuie sur l'histoire pour avancer. On ne peut pas s'appuyer sur l'histoire pour rester sur l'histoire. La preuve patente de notre désir de rester sur l'histoire, c'est que on s'invente en général par le passé. C'est-à-dire, vous allez voir, vous avez beaucoup de gens qui vont dire l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, le premier homme était en Afrique, l'Égypte a été une grande civilisation. C'est vrai. Même aujourd'hui, les Occidentaux ne nient pas. Mais c'est vrai, mais ça n'a de sens que si nous pouvons faire un recours. Parce que vous avez des gens qui parlent du retour aux sources et d'autres qui parlent du recours aux sources. Prenons provisoirement le concept de recours pour dire qu'en réalité, on peut y aller parce qu'on veut trouver des éléments pour construire une civilisation contemporaine capable d'être utile pour les citoyens, les individus que nous sommes actuellement. Comment est-ce que cette histoire nous aide à nous bâtir, à nous construire, pour nous projeter dans l'avenir? Tant que cette démarche n'est pas perçue ainsi, on reste dans l'accusation, on reste dans l'invertive, on cherche des excuses. Parce que tout ça, c'est des excuses. C'est-à-dire qu'on s'y appuie parce qu'on ne veut pas prendre la responsabilité de la circonstance. On peut se poser la question simple. Le jour où la France va dire oui, nous sommes responsables de la mort de Ruben Oumniobé, nous savons que cet aveu change quoi profondément? Donc cette mémoire-là, il nous faut la repenser, il nous faut nous exorciser de cette mémoire figée dans l'histoire pour pouvoir nous projeter dans l'avenir. Tant que nous ne réussissons pas à faire cette opération, je pense qu'il va nous être difficile de nous prendre en charge, d'assumer la responsabilité historique, parce que l'homme, c'est une responsabilité historique, qui est de circonstance, qui est une projection dans l'avenir, une projection dans l'avenir qui s'appuie nécessairement par un appui sur le passé. On s'appuie sur le passé pour avancer, on ne s'appuie pas sur le passé pour y rester. Vous n'avez qu'à voir comment est-ce que nous concevons nos traditions. Nos traditions sont parfaites. Aucun questionnement sur nos traditions. Elles sont parfaites. Et on comprend pourquoi est-ce que psychologiquement, psychiquement, nous y sommes restés. Et c'est un peu normal que nous ayons la difficulté à rentrer dans le monde actuel, à relever ces défis, à choquer avec les autres. Merci, docteur. Alors, docteur Bokombo, comment capitaliser sur cette histoire, sur ces mémoires historiques, sur cette relation plus ou moins alambiquée entre la France et les pays africains, notamment peut-être le Cameroun? Merci Fabrice pour la question. Je veux d'abord exprimer mon plaisir de partager le plateau avec Richard et Jacques sur ces questions liées à la relation entre la France et l'Afrique en général, et la question que vous me posez avec le Cameroun. Alors l'histoire, c'est une construction commune. C'est une construction commune et elle s'écrit à un moment donné. Et les différents acteurs qui participent à une histoire peuvent avoir leur interprétation de l'histoire. Il n'y en demeure pas moins qu'il faut construire la mémoire. La construction mémorielle, comme le dit Benjamin Stora, est une construction permanente. Ça se fait dans la longue durée. Ce n'est pas une construction qui se fait à un moment donné. Et l'écriture de l'histoire appelle, je crois que Jacques l'a dit tout à l'heure à bon escient, appelle à ce que toutes les parties prenantes à la manifestation de cette histoire-là acceptent tous les actes posés, que ces actes soient positifs ou négatifs. Donc il ne faut pas entrer dans une logique de construction de l'histoire des vainqueurs sur les vaincus.
une histoire telle que l'histoire de la France avec les pays africains ne peut pas s'écrire que dans la glorification de la France, ou alors comme certains États ou certaines sociétés civiles ou alors certains Africains le pensent, par l'ascension de la France ou la logique de la repentance. La logique de la repentance ne permet pas d'avoir des gains. Vous avez posé la question de savoir comment est-ce qu'on peut gagner quelque chose. Pour gagner quelque chose, il faut d'abord, au sein de nos États africains particulièrement, faire des travaux sur ce que nous avons fait dans cette histoire. Quelle était notre contribution, quelle était notre part? Parce que quels qu'en soient les cas, si pour illuminer les détails de ce que nous avons fait, nous, les pays africains, il faut aller ouvrir les archives en France, c'est une bonne chose. Mais au moins, nous avons des témoins de cette histoire, nous avons des participants de cette histoire de notre côté. Cela ne nous empêche pas de faire cet effort de notre côté. Alors, le gros problème, après avoir dit ça, c'est de savoir quels sont les pays qui se sont lancés effectivement dans ce travail mémoriel. On voit qu'il y a... ces pays sont rares. Ces pays sont effectivement rares, qui se sont lancés dans ce travail mémoriel, peut-être pour des questions de fond, parce qu'effectivement, c'est un travail qui appelle à beaucoup de disciplines, à l'archéologie, aux sociologues, aux anthropologues. Il faut vraiment investir dans le travail de construction mémorielle. Ce travail n'est pas un travail ce travail a un coût. Donc, est-ce que nos pays africains sont disposés à payer le coût que ce travail de construction mémorielle exige? Est-ce que les pouvoirs en place, il ne faut pas avoir honte de le dire, ont besoin du fruit de ce travail mémoriel? Parce que je crois que ça a été dit sur le plateau, le travail mémoriel, le résultat de ce travail sur la mémoire ne sera pas simplement à la gloire de ceux qui ne sont plus là, mais il y a peut-être ceux qui sont là qui pourraient avoir quelques comptes à régler à cela. Donc, les gains, c'est de nous mettre nous-mêmes déjà dans le cadre de ce travail mémoriel, en attendant que toutes les initiatives que la France a enclenchées se mettent en œuvre. Parce qu'il ne faut pas penser que la commission la commission qui doit travailler sur l'histoire commune se mettra en place rapidement et que le travail sera fait dans un délai rapide. Oui, on peut le dire, mais c'est des effets d'annonce politique. Concrètement, pour que cette commission travaille, il va falloir effectivement qu'il y ait beaucoup de dispositifs et de choses qui soient mises en place. On peut penser que c'est un processus qui va s'inscrire, comme le dit Benjamin Stora, dans la longue durée. Merci, Dr Bokombo. Alors, Dr Makon, Dr Bokombo souligne déjà le problème des fonds, parce qu'il y a une certaine mobilisation matérielle, financière et en termes de ressources humaines pour pouvoir découvrir cette histoire. Mais l'autre aspect aussi qui est plus ou moins patent ou latent, c'est qu'il y a un apparent déni de responsabilité des Africains eux-mêmes dans l'histoire négative de leur pays. Comment comprendre cela si cela est avéré selon vous? Et comment est-ce qu'on peut retourner cela pour en profiter convenablement avant que l'étranger ou alors ceux qui sont coutumièrement, bien traditionnellement accusés ne puissent jouer un rôle dans cet effet? Je pense que les questions mémorielles sont des questions très sensibles. Parce que généralement, quand on évoque les aspects mémoriels, ces aspects s'inscrivent dans un passé qui est généralement lointain. Quand on évoque les questions mémorielles, c'est que la dimension historique qui est convoquée est très ancienne. Parce qu'il n'y a pas de problème mémoriel pour une histoire qui a 15 ans. Les questions mémorielles commencent à se poser lorsque l'histoire ou les faits qui sont convoqués à discussion ici sont des faits très anciens. Et la singularité de ces aspects mémoriels, c'est qu'ils convoquent aussi des dimensions historiques qui sont sujettes à controverse entre les différentes parties impliquées. Notre génération, en tout cas celle à laquelle j'appartiens, a écouté des récits, a lu des histoires sur cette partie
justement de notre trajectoire commune, mais n'est pas en capacité à dire, dans cette histoire-là, ce qui est fondé de ce qui ne l'est pas. Ce qui est le résultat d'une instrumentalisation et ce qui ne l'est pas. Donc, ce sont des questions qui sont très sensibles. Je crois qu'il faut avoir une approche très prudente sur ces aspects mémoriels. Je voudrais vous prendre l'exemple de la controverse ou des problèmes que l'ouverture des premières archives a créé en République démocratique du Congo. Pour la simple raison que une partie, certes mineure, mais quand même importante, des acteurs de ces séquences historiques sont encore en vie. On a souvent l'impression que les questions mémorielles porteraient le plus préjudice à la France, ce qui n'est pas très vrai. Ce d'autant plus que dans cette dimension mémorielle, la réparation qui est attendue n'est pas une réparation matérielle ou pécuniaire. C'est une réparation qui est elle-même immatérielle. C'est généralement la reconnaissance des crimes qui ont été commis. C'est la reconnaissance de la douleur qui a été causée à l'autre. Et donc la réparation à ce moment-là est généralement symbolique. C'est la reconnaissance des crimes, c'est la demande d'un pardon, comme le roi belge l'a fait en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Mais il se trouve que beaucoup d'acteurs de cette séquence historique sont soit encore vivants, ou en tout cas dans la logique de l'hérédité et de la construction d'une société de classe. De nombreux acteurs ont leurs fils dans la logique de la transmission, ont leur progéniture qui est aujourd'hui soit constituée d'acteurs politiques de premier plan, soit d'acteurs administratifs importants, soit des capitaines d'industrie et des chefs d'entreprise. Il est donc à peu près sûr que l'ouverture, par exemple, des archives françaises s'agissant de cette séquence historique peut, si elle n'est pas bien aménagée, dans un dispositif institutionnel, social et culturel, peut aboutir à une déflagration sociale. Il est donc important d'évoquer ces questions mémorielles de façon très prudente. Il faut, en mon sens, pour envisager, et le président français a suggéré la mise sur pied d'une commission pour discuter de ces questions, une commission bipartite constituée d'historiens, d'hommes politiques français et camerounais. Mais il est important que cela s'inscrive dans un processus institutionnel qui puisse intégrer, certes, une dimension commission vérité et réconciliation, mais aussi des éléments en rapport avec la justice transitionnelle. Si de nombreux crimes ne peuvent plus être sanctionnés aujourd'hui par le droit, d'autres peuvent encore l'être. Par exemple, des crimes de génocide, s'ils sont reconnus dans cette séquence historique. Donc il faut aller de façon très prudente avec ces questions mémorielles, qui sont des questions très sensibles. Et dans un environnement comme le nôtre, qui est un environnement fragile, du fait de nos propres fragilités sociales, socio-anthropologiques, culturelles, historiques, avec des relents de cette guerre de libération, avec les conséquences que cela a eu dans la configuration institutionnelle et politique, par exemple avec la crise anglophone que nous vivons aujourd'hui, qui puise ses racines dans ce passé historique extrêmement important. Il faudrait que, Camerounais comme Français, surtout de la partie camerounaise, qu'on envisage ces aspects avec beaucoup de prudence. C'est important aujourd'hui d'essayer de pacifier la mémoire collective en invoquant, évidemment, ces séquences historiques troubles, mais il est important de le faire avec beaucoup de prudence. Je veux vous prendre l'exemple de ce que, dans certaines localités, il y a des familles entières qui ont dû fuir la guerre, qui ont dû fuir la répression de l'armée coloniale, qui ont donc, à ce moment-là, perdu leur terre, perdu leur village, perdu leur plantation, qui ont hérité d'autres familles qui aujourd'hui bénéficient de ces biens. Est-ce qu'on a déjà envisagé la réparation que cela peut suggérer ou imposer? Donc, sur tous ces aspects qui sont des aspects économiques, ces aspects qui sont des aspects humanitaires, ces aspects qui sont des aspects pénaux, il faut avoir une perspective très globale et faire attention en inscrivant ce processus dans un système institutionnel et politique
qui puisse aboutir donc véritablement à une pacification à la fois de la mémoire et de l'histoire, et j'espère à une réécriture d'une histoire consensuelle qui puisse retracer de façon objective le passé historique, les faits et les événements, et finalement la résonance qu'on peut en tirer. Une réécriture consensuelle du passé historique. Alors, peut-on imaginer, parce qu'avec ces récits, ces archives qu'on traîne, soit dit en passant, comme des fantômes dans des placards, peut-on considérer que le récit historique de nos États est biaisé? De toutes les façons, comme le disait un historien congolais, dont le nom ne me revient pas, il disait que l'histoire est un peu comme le récit de la confrontation entre le lion et le chasseur. Généralement, lorsque le lion revient de sa campagne de chasse, c'est lui qui raconte le récit de ses exploits. Le chasseur. Le chasseur, voilà, lorsqu'il revient, merci Jacques, lorsqu'il revient de sa campagne de chasse, c'est lui qui vous raconte, Elikia Mbokolo, c'est lui qui vous raconte en réalité sa bravoure. Il est possible qu'il ait trouvé le lion endormi et qu'il ait profité du sommet du lion pour en finir. Mais il vous dira qu'il est sorti d'un combat épique, féroce, et que c'est grâce à sa dextérité qu'il a pu ramener la carcasse du lion ensanglanté. Et donc, c'est généralement celui qui a le rapport de force majoritaire qui décide du contenu du récit historique. Nous avons une histoire, en tout cas en ce qui concerne le Cameroun, qui est une histoire extrêmement douloureuse, mais qui est davantage racontée par ceux qui ont le rapport de force institutionnelle pour imposer un récit dans l'imaginaire collectif. Mais cette histoire est une histoire institutionnelle. Elle n'est pas forcément la vraie histoire. Il est donc bon, dans une perspective de pacification de la mémoire collective, d'envisager une réécriture de notre histoire commune, en tenant compte effectivement de la partie qui peut être considérée comme la partie minoritaire dans le récit historique, qui peut donc aussi, au moment où elle exprime sa douleur, raconter ce qu'elle a vécu, donner sa propre compréhension des faits historiques et essayer de révéler la résonance qu'elle en tire. C'est donc une histoire qui doit s'écrire en commun, en essayant d'y intégrer une perspective stratégique. Parce qu'en réalité, l'histoire et la mémoire sont des déterminants de l'identité que l'on construit. Il est donc important qu'en envisageant cette histoire-là, qu'on puisse la comprendre, non pas simplement dans une perspective passéiste, mais comme un élément déterminant la construction de notre marche commune vers notre accomplissement. Donc, sans cette compréhension et cette intellection stratégique et politique de l'histoire, on reste dans une logique qui est une logique en réalité où l'histoire est subie et elle n'est pas en réalité un élément de pacification et de construction politique. Merci. Docteur Bokombo. Je pense que je veux rebondir sur les propos du docteur Richard Makon pour dire que la séquence que nous vivons avec des questions de reconstruction mémorielle, parce que je préfère m'inscrire dans la logique de Benjamin Stora, c'est-à-dire que nous sommes dans un processus de reconstruction mémorielle. Et ce processus-là ne peut pas se faire. J'ai l'impression que tout le monde attend, que les pays africains attendent que la France déclassifie ses archives pour qu'on ait toute la vérité, pour qu'on sache tout ce qui s'est passé. Ce n'est pas nécessaire parce que justement les éléments que le docteur Makon vient de relever sont des éléments qui doivent être réglés par nous-mêmes. Ça ne sera pas la France de nous dire que sur tel territoire, il y a eu telle population qui a été déplacée vers tel territoire et que des populations qui occupent ce territoire-là ne sont pas les autochtones et ainsi de suite. Ça ne sera pas la France de donner tous les détails. Il y a un travail. Dans la construction mémorielle, il y a un travail parce qu'on est effectivement dans la construction de l'identité. Et pour qu'on n'ait pas des identités complexes, comme le dit Amin Malouf, il faudrait faire un travail sur soi. Et avant d'entrer dans le processus de construction mémorielle, il y a d'abord un processus d'autoconstruction qu'il faut élaguer. Ça veut dire que les pays africains qui attendent tout, qui attendent toutes les réponses de la déclassification des archives en France seront frustrés à la fin. Parce que cette déclassification n'est pas la panacée à tous les problèmes de construction mémorielle qu'il y a
dans les différents pays. On a cité le cas de la République démocratique du Congo tout à l'heure. Oui, ça a ouvert des plaies. Ça a ouvert des plaies sur des choses que s'il y avait eu un travail d'autoconstruction de cette histoire, je pense que ces plaies auraient été moins béantes et moins douloureuses aujourd'hui parce que il y a des acteurs de cette période qui sont encore vivants. Dans le cadre de ce travail mémoriel d'autoconstruction, on aurait déjà amorcé un certain nombre de questions qui fâchent. Donc, pour moi, la logique qu'on constate dans l'espace où on traite ces questions-là est une logique où les États africains, peut-être aussi le Cameroun, attend un peu toutes les réponses de l'ouverture des archives françaises. Pas pour dire, il ne faudrait pas que mon propos soit interprété comme le fait que les historiens africains ou camerounais ne travaillent pas, non. Ils font un travail, mais c'est un travail technique, c'est un travail d'intellectuel. Le travail sur la mémoire, hein, comme le dit Pierre Nora, est un travail qui consacre, qui doit être pris en compte par les institutions qui ont participé à la réalisation de l'histoire. Donc on ne peut pas faire un travail sur la construction mémorielle dans les pays africains sans une implication de l'État. L'État doit s'impliquer puisque c'est une histoire qui concerne l'État du Cameroun et l'État français. Donc l'État du Cameroun doit s'impliquer. Ce n'est pas une histoire qui doit être construite par le travail scientifique. Il a tout à l'heure parlé de Likan Bogolo, Joseph Kizerbo et ainsi de suite, tous les historiens. Au Cameroun, nous avons nos historiens, mais qui font un travail dans le cadre des recherches scientifiques. Certes, on a ici et là créé des commissions sur l'histoire des différents pays. On a ici et là sorti certains annales de l'histoire des différents pays, mais ce ne sont pas des histoires qui sont écrites dans le cadre de la construction mémorielle. Parce que la construction mémorielle, comme le dit Benjamin Stora, c'est de mettre dans le contenu de la mémoire non seulement les aspects positifs, mais aussi les aspects négatifs. Donc c'est se regarder, donc c'est écrire l'histoire à travers le miroir du réel. Pierre Nora dit qu'effectivement, ça doit se faire dans le cadre institutionnel. Parce que, quels qu'en soient les cas, il faudra bien un arbitre pour confirmer clairement que, effectivement, voilà ce qui s'est passé de positif et de négatif. Donc, il ne faudrait pas qu'on attende on attende tout de la déclassification des archives. Ça sera trop facile que la déclassification des archives nous donne les réponses à tout. Il y a un travail, et ça il faut le dire clairement aux États africains, il y a un travail de construction mémorielle, d'autoconstruction de la mémoire qui commence par nous. Et la déclassification ne viendra que apporter des éléments de consolidation ou alors des éléments factuels, ou les éléments de droit, les éléments de preuve pour confirmer un certain nombre de choses. Mais le travail de construction mémorielle est aussi un travail, comme Richard a dit, un travail qui se fait sur un travail psychologique. C'est un travail psychologique, comme disent les anglo-saxons, c'est un healing process. Donc c'est un processus. Ça ne va pas se faire, ça ne va pas se faire de manière automatique. Donc cet aspect est très important. C'est-à-dire que l'auto-construction mémorielle par les États africains est très important. Il faut vraiment que ça commence par nous. Nous n'allons pas attendre toutes ces initiatives mises en place par la France pour venir construire notre mémoire collective. Ça ne sera pas possible. Merci. Pour les aspects institutionnels, nous y reviendrons vers la fin du débat, vers la fin de l'échange. Vous venez d'évoquer également le travail psychologique d'autoconstruction de soi. Et, Docteur Koukam, je souligne déjà pour nos téléspectateurs que vous êtes l'auteur de l'ouvrage intitulé « L'école, pourquoi faire ?» Réflexion sur les systèmes éducatifs dérivés. Vous soulignez à la page 167 la question de savoir qu'est-ce que l'homme finalement. Je vous cite, « C'est un complexe culturel, un être dont la conscience ne peut être que située. » Sur les acteurs de ce travail psychologique d'autoconstruction, il y a eu dans la visite, dans la tournée du président français, des rencontres avec les acteurs de la société civile. Quelle est votre perception du type, de la nature de ces acteurs, ou bien de leur force de contribution pour l'avancée des causes que nous défendons?
J'imagine que... Merci Fabrice pour la question. J'imagine que ceux qui ont choisi les acteurs, c'est certainement des leaders d'opinion. C'est sans aucun doute des leaders d'opinion. C'est des gens qui n'ont pas été choisis au hasard comme ça. Voilà. Et ceux-là qui sont allés à ces discussions sont allés pour représenter la société camerounaise et certainement soutenir les points de vue ou bien l'argumentaire collectif pour que cette discussion... Mais je voudrais revenir un peu sur la question de la mémoire que vous abordez, surtout de la déclassification des archives. Parce que dans l'exemple que le docteur Macron prenait tout à l'heure, rendez-vous compte, le chasseur qui est revenu de la chasse et qui a tué le lion écrit l'histoire. Et c'est sa version qui est sûre. Le lion est mort et on ne saura jamais la version du lion. Qu'est-ce qu'il vous dit? Parce qu'on peut déclassifier pour vous nuire. On vous donne ce qu'on veut. Vous n'avez pas une liste de l'ensemble des lettres officielles qui, à ce moment-là, a été... Vous n'allez pas dire, donnez-nous. Non. Quelqu'un a quelque chose, peut-être, qu'il partage en commun avec vous. Mais c'est sûr que c'est lui qui choisit. Ne pensons pas que on va aller porter un tas de papiers, même ce qui peut nuire à ces pays-là, pour nous verser ça au bout du jour. Non. À noter que dans le cas du Bénin, sur les réseaux, certaines langues faisaient état de ce que les œuvres d'art remises au Bénin étaient de pâles copies. Donc pour être dans le même schéma. Voilà, donc en réalité, on est dans une situation où, quelle que soit la formule, nous sommes défavorisés. Nous sommes des perdants, quelle que soit la formule. Et sur les œuvres d'art, faisons simple, essayons de comprendre. Les œuvres d'art, dans la perception africaine, l'œuvre d'art est un sanctuaire. Ce n'est pas un objet, c'est un objet de musée, si et seulement si on peut venir, comme dans un tabernacle chez les catholiques, pour se sanctifier, pour se purifier. Ce n'est pas un objet qu'on met vulgairement. C'est dans le processus initiatique des peuples, parce que vous avez atteint tel échelon de la société, vous êtes habilité à aller en présence de l'œuvre d'art. Et vous pouvez rentrer avec une chaîne, un collier, qui signifie que dans la gradation, dans l'évolution sociale, vous avez atteint un niveau. Ce n'est pas la même perception chez les Occidentaux. Les Occidentaux considèrent que les œuvres d'art, on les met au musée du Quai Branly, vous venez payer 15 €, vous entrez, vous visitez et vous partez. Ce n'est pas la même chose. Donc, j'ai été un peu perturbé de savoir que, parce que l'une des conditions, quand le débat a commencé, il y en a qui disaient qu'il fallait que nous ayons des musées pour qu'on vienne nous déposer ces œuvres d'art. Vous voyez, que nous ayons des musées pour... Non, ces œuvres d'art ne sont pas prévues pour les musées où on vient regarder. C'est des œuvres qui sont en général destinées aux chaufferies. C'est-à-dire c'est les chaufferies traditionnelles qui fabriquent des musiques, des œuvres d'art qui sont animées de certains esprits. Des esprits qui portent la communauté. La question que vous aurez dû me poser, peut-être savoir, ou bien qu'il faut poser peut-être à un anthropologue, c'est comment est-ce qu'on fait, même si ces œuvres d'art étaient des vraies, pour les réanimer après des siècles, après avoir été déplacés pendant très longtemps des lieux où ils étaient opérationnels. Est-ce que ces œuvres d'art restent opérationnelles? C'est une autre question qu'on peut se poser. Sur le plan mystique, bien sûr. Est-ce que ces œuvres d'art restent opérationnelles? C'est des questions. Donc, nous entrons là dans une situation où nous sommes, situation historique où nous sommes fragiles, quels que soient les cas. Quels que soient les cas, nous sommes fragiles. Et la phrase que vous avez lue, l'homme est un être situé dans le livre, c'est que, en fait, l'homme, c'est un complexe éminemment culturel, c'est-à-dire qu'il saisit les opportunités qui sont dans son histoire pour se construire, pour se bâtir. Et il recourt à l'histoire s'il a besoin de quelque chose qui pourrait l'aider à avancer vers l'avenir. Parce que ce qui détermine l'être au monde, c'est l'avenir. Il avance vers l'avenir. Et il se retourne pour savoir s'il y a un sac, s'il y a
une pierre, s'il y a une terre, s'il y a quelque chose qui peut l'aider à avancer plus rapidement. Donc, si on n'entre pas dans cette dynamique-là, comme disait le Dr Macron tout à l'heure, on risque de se retrouver d'être des victimes de nos propres délits psychologiques. Alors, toujours sur la question des acteurs. Parce il y a la jeunesse, les acteurs locaux, les acteurs de la société civile, clairement mentionnés dans le programme, oui, les différents programmes, la visite du président français. Quel est le type d'acteur capable aujourd'hui de comprendre les enjeux du moment et de pouvoir se projeter? Quels sont les outils à mettre en place pour avancer? Les vrais acteurs auraient été nos gouvernants, parce que nous les avons choisis. Les vrais acteurs auraient été nos gouvernants, parce que nous les avons choisis pour nous représenter. Maintenant, si on est arrivé au point où nos gouvernants ne sont plus les principaux interlocuteurs, il faut s'interroger. Peut-être qu'il y a un problème. Peut-être qu'il y a un problème. Maintenant, quel est le type d'acteur qu'on doit pouvoir choisir? C'est à nous de choisir les acteurs. C'est d'abord à nous. Par rapport à un projet de société qui a été préalablement défini. Que nous définissions notre projet de société et que nous voyons ensemble, parce que chaque citoyen camerounais ou africain est une puissance dans quelque chose. Quelle est ma participation à partir de ma formation, à partir de mes convictions, à partir de mes engagements sociaux? Qu'est-ce que je peux donner comme contribution pour la construction d'un nous collectif qui pourrait être la construction d'une république, qui pourrait être la construction d'une nation? Comment est-ce qu'on pourrait avancer ensemble? Mais c'est à nous de voir en fonction de la formation, en fonction des capacités des uns et des autres, ce qu'on peut mettre. Mais au départ, il faut que nous ayons défini une vision du monde, notre propre vision du monde, pour voir comment est-ce que nous mettons un contenu pour qu'il soit réalisable. Alors, docteur Macron, certains acteurs rencontrés par le président français souffrent, selon certains, d'une crise de légitimité en raison du fait qu'ils ne sont pas peut-être les premiers ou alors les intervenants primordiaux dans la relation institutionnelle purement diplomatique entre deux chefs d'État, alors entre deux nations. L'autre raison, c'est sur le choix. Plus ou moins, on n'a pas une claire idée de ce qui a été fait dans le choix, dans les critères de sélection. On sait juste que ils interviennent à la suite du nouveau sommet Afrique-France. C'est le nouveau nom, sommet Afrique-France tenu à Montpellier l'an dernier. Alors, selon vous, ces acteurs sont-ils capables ou alors ont-ils été capables ou ont-ils été à la hauteur de la tâche qui leur était assignée? Je ne sais pas quoi répondre à votre question. D'abord parce que vous posez plusieurs questions à la fois. Vous posez la question de la légitimité des acteurs qui sont invités et vous posez la question de l'efficacité des discussions en termes de capacité pour ces discussions à aboutir à des résultats. Je crois rapidement devoir dire qu'il y a des débats qui sont importants et d'autres qui ne le sont pas. D'abord parce que ces débats s'inscrivent en réalité dans une logique polémique qui, de mon point de vue, me semble totalement inopportune. Un État est libre de décider de qui est-ce qu'il rencontre. Un État est libre, le président d'une république est libre de décider le format de ses échanges avec ses partenaires. Maintenant, si les partenaires qui sont mobilisés ou qui sont interpellés ou intéressés à l'échange ne sont pas convaincus de la pertinence du format, ils sont libres de le décliner. Tous les jours, on voit les présidents de République dans le cadre, par exemple, de la préparation des sommets relatifs à l'environnement, de la COP 21, 22, 23. Les présidents convoquaient les sociétés civiles spécialisées sur les questions environnementales. On n'a jamais vu que cela avait posé problème. On voit le président turc qui récemment a reçu dans le cadre du forum Turquie-Afrique, de nombreux acteurs de la société civile africaine. Et je me souviens que deux dames qui sont députées camerounaises, l'une étant du RDPC, l'autre étant d'un parti d'opposition, avaient été invitées
avec d'autres opérateurs économiques africains. Donc, c'est des rencontres qui sont banalement fréquentes. Maintenant, elles sont peut-être polémiques parce que c'est la France qui est à l'initiative. L'autre chose qu'il faut préciser, c'est que le nouveau format du sommet Afrique-France ne signifie pas que les rencontres bilatérales entre le président français et ses homologues africains avaient disparu. Avant la rencontre de Montpellier et après la rencontre de Montpellier, le président français a eu des discussions avec ses homologues africains. Et donc, la discussion entre le président français et les sociétés civiles africaines ou d'autres espaces géoculturels est banalement une rencontre ordinaire. Et c'est parce qu'on est dans un environnement, la complotite est arrivée à son comble, que l'on peut y voir en réalité un danger. Mais un danger pour qui? Parce que de quoi il est question dans ce format de discussion? C'est discuter des aspects qui sont relatifs au partenariat que deux pays entretiennent. On a un partenariat avec la République française qui est un partenariat qui touche les aspects économiques, les aspects sociaux, des aspects de recherche scientifique, des aspects d'innovation. S'il y avait une rencontre entre le président français et les chercheurs africains pour discuter des aspects relatifs à la recherche scientifique, il n'y aurait pas eu de débat. On aurait trouvé que c'est tout à fait normal. Mais c'est parce qu'il y a une société civile qui est considérée dans notre environnement comme étant une société civile extrêmement politisée, qui pose des questions d'alternance et de démocratie, qu'on trouve que dans cette perspective-là, le président français serait dans une logique d'influence ou de donneur de leçons. Dans cette discussion-là, il n'était pas simplement question des aspects relatifs à la démocratie. C'était des aspects relatifs à la participation citoyenne, à l'amélioration de la gouvernance. Et d'ailleurs, je voulais vous rappeler que sur des aspects relatifs à la gouvernance, c'est davantage la France qui était indexée. Parce que certains participants à ces échanges estimaient que la France a des attitudes très floues sur la façon dont elle opérationnalise son aide publique au développement et que cela entretient dans la plupart des pays des circuits de corruption. Et donc, très peu même des aspects relatifs à la démocratie interne ont été évoqués parce que très clairement, le président français avait dit au départ qu'il ne voudrait pas que cette discussion donne l'impression qu'il s'institue comme un donneur de leçons, que ces aspects qui sont des aspects domestiques sont en réalité, ont pour débiteurs les gouvernants camerounais. Il y avait des questions qui étaient en rapport avec l'environnement, qui sont des questions transversales. Je voudrais vous rappeler qu'aujourd'hui, la question de l'environnement n'est pas une question étatique, mais une question mondiale. Le feu de brousse que vous laissez prospérer dans votre environnement, dans votre pays, peut avoir des conséquences immédiates, à la fois sur l'écosystème de votre propre pays, mais sur la santé des populations d'un pays voisin. Le cours d'eau que vous gérez dans votre propre pays n'est pas simplement un cours d'eau, même si c'est un cours d'eau national. S'il a des affluents qui traversent la frontière étatique, ça devient, même si c'est un fleuve, ça devient un fleuve internationalisé, du fait justement de la circulation entre deux frontières. Donc les questions environnementales, les questions de démocratie, de gouvernance, ne sont plus des questions qui sont strictement nationales. La question de l'histoire est une question culturelle et c'est une question dans laquelle les différents partenaires peuvent prétendre avoir des mots à dire. Je crois qu'il faut sortir de cette logique-là, qui est une logique qui me semble banalement improductive. Maintenant, sur la question de l'efficacité dépend de la volonté des différents acteurs à pouvoir donner à la fois du contenu à leurs propositions et la détermination à mettre en œuvre les engagements qui sont pris. Maintenant, dans le nouveau format, ce sont les sociétés civiles françaises et camerounaises. Le président français n'a pas rencontré la société civile camerounaise. Il a rencontré les sociétés civiles franco-camerounaises. Parce qu'il y avait à la fois, de façon égalitaire, des représentants des associations et des organismes français et des représentants des organisations de la société civile camerounaise, qui en réalité posent des problèmes qui sont des problèmes communs. La question de la crise de la démocratie représentative aujourd'hui n'est pas une question camerounaise. C'est une question qui est mondiale. Seulement, les déterminants ne sont pas les mêmes. Une enquête qui a été produite il y a 1 an par la PJDK et une autre association qui travaille sur les aspects de démocratie et de gouvernance a révélé que les déterminants de la faible participation citoyenne étaient davantage dus à la pauvreté des jeunes et à la structuration inique de l'environnement politique. Donc les deux déterminants, justement, de
la participation sont d'une part le déterminant économique qui est en rapport avec la création d'un environnement de prospérité dans lequel les citoyens se rendent utiles. C'est Cléomène de Sparte qui disait « Créons de la richesse et redistribuons les patrimoines pour que la société ait davantage de citoyens utiles ». Il considère effectivement que un citoyen ne peut être utile que lorsqu'il a traversé, il a dépassé dans la pyramide de Maslow les problèmes élémentaires comme ceux de la nutrition. C'est pour ça qu'il estimait qu'il était nécessaire d'envisager une démocratie censitaire. Ne pouvaient voter que ceux qui avaient dépassé les problèmes de nourriture. Parce qu'en vérité, vous voulez que celui qui a encore les problèmes de nourriture vote quoi? Il vote pour celui qui peut lui promettre un mieux-être. Il n'est pas assez capacité pour faire un choix qui dépasse le choix alimentaire. Et donc, le premier déterminant de la démocratie chez nous, c'est l'accès, justement, à l'autonomisation des individus, en créant un environnement d'opportunités dans lequel les citoyens peuvent se battre pour avoir un mieux-être. Le deuxième déterminant fondamental, c'est la création d'un environnement de démocratie et de consolidation de l'état de droit. Quand les citoyens ont l'impression qu'il n'y a pas de démocratie ni d'état de droit, ils ne sont pas motivés à participer. Vous voyez donc que dans cette perspective-là, les déterminants ne sont pas les mêmes que l'on soit en France ou au Cameroun. En France, ce n'est pas le problème de famine qui démotive les citoyens. C'est qu'ils ont l'impression qu'il y a une confiscation du débat politique entre les élites. Et que l'on soit de l'opposition ou du parti au pouvoir, c'est davantage des ententes élitaires en fonction des intérêts qui sont des intérêts de caste et de classe qui ont pour conséquence que finalement, que l'on soit en face d'un gouvernement de gauche ou de droite, ce sont les intérêts de caste et de classe qui sont les intérêts qui sont défendus par le pouvoir. Et donc les déterminants ne sont pas les mêmes. Mais il reste que la démocratie représentative telle qu'elle se donne à voir aujourd'hui et qu'elle se manifeste est en crise partout. On peut donc discuter entre Français et Camerounais sur la nécessité de renouveler la démocratie participative en réalité elle-même n'est pas une fin en soi. Elle connaîtra des jours heureux, mais au fur et à mesure le temps passera, elle connaîtra aussi ses crises. Comme toute construction sociale, comme tout phénomène social. Les questions d'échanges économiques entre les entreprises françaises qui opèrent sur notre territoire et les entreprises camerounaises qui sont aujourd'hui en capacité d'exporter leur production sont des questions qui concernent banalement les deux sociétés et on peut en discuter sans qu'il y ait des perspectives polémiques. La question du patrimoine, le petit français qui naît et qui découvre le masque Bamileke ou le masque Bassa ou la lance Peul dans le musée de son pays, cette lance devient un élément de son propre patrimoine, de sa culture. Discuter donc de la rétrocession, entre guillemets, de cette lance, met en mouvement, non pas simplement des questions qui sont techniques, mais aussi des questions qui sont polémiques, parce que c'est une mémoire qui est devenue commune. Et donc, on peut discuter clairement de ces questions sans qu'on entre dans une logique de polémique. Maintenant, l'efficacité dépendra de la volonté des acteurs. Est-ce que les acteurs qui sont mobilisés jouent le franc jeu? Est-ce qu'ils attendent véritablement de ces discussions un changement? Mais ce qui est évident, c'est qu'il y a déjà des résultats qui se donnent à voir. Est-ce qu'ils seront à la hauteur des attentes? Je pense qu'il est trop tôt pour le dire. Le plus important, c'est d'envisager ces discussions comme des discussions normales, banales, entre deux sociétés qui ont une longue histoire d'échange et de coopération. Tout dépendra maintenant à la fois des configurations politiques et institutionnelles. Si aujourd'hui vous avez un nouveau président de la République au Cameroun qui considère que ces discussions-là ne sont pas dans son intérêt, il trouvera une façon de les limiter au maximum. Mais pour le président Biya, la discussion entre le président français et la société civile camerounaise, en tout cas, pour lui, est une question qui est une question banalement ordinaire. Ce d'autant plus que la société civile n'a pas une capacité d'influer sur la marche des choses. Je crois que si cette société civile avait une capacité d'influencer durablement sur la marche des choses, cette discussion n'aurait pas été aussi aisée, je le crois. Là, dans ce schéma, la discussion aurait pu se faire sans le président Macron. Vous avez bien expliqué que c'était une rencontre entre les sociétés civiles camerounaises et françaises sur des thématiques d'intérêt commun. Bon, mais qu'est-ce qui empêche que le président français soit à l'initiative? Et rien n'empêche que le président Paul Biya organise une discussion comme modérateur avec la société. Il n'est pas modérateur, il est interpellé. Il n'est pas modérateur, il est interpellé. C'est lui qui organise une discussion avec des sociétés civiles qui ont des choses à lui dire ou à lui réclamer ou à lui reprocher. Et donc, c'est lui qui est dans une perspective d'amélioration de l'image de la France. Et n'oubliez pas que ces discussions interviennent dans un contexte particulier. Vous devez vous demander pourquoi est-ce que ce nouveau format
ce nouveau format intervient dans un contexte de renforcement du sentiment anti-français sur le territoire africain. Vous avez vu les mouvements qu'on a connus en Afrique de l'Ouest. Vous avez vu la grande campagne de dégradation des biens français au Tchad, il y a moins de 2 mois. Et donc, le contexte, la montée du sentiment anti-français que beaucoup d'officines françaises ont négligé pendant longtemps est une question réelle sur le continent. Il y a une jeunesse africaine aujourd'hui qui estime que le format des rapports avec la France et ses anciennes colonies est un rapport en réalité qui institue une forme de dépendance des anciennes colonies et crée véritablement une nouvelle forme de colonisation. Et donc il était, en tant que défenseur des intérêts de son pays, essayer de travailler autant que faire se peut pour couper la voie à ce sentiment anti-français qui est en pleine expansion. Et donc, il est dans le rôle qui est le sien. Et donc, à charge pour nos propres présidents de voir qu'est-ce qui entre dans notre intérêt et comment est-ce qu'on peut défendre notre intérêt vis-à-vis des sociétés étrangères. Notre gouvernement, le pouvoir en place dans notre pays, subit toute forme d'attaque en rapport, par exemple, avec le manque d'alternance, en rapport avec une forme d'éternisation au pouvoir de l'ordre gouvernant actuel. Il revient à notre propre dirigeants, s'ils estiment que cela est nécessaire, de travailler aussi les opinions publiques des autres pays. Et donc, c'est un jeu diplomatique qui me semble assez banal. Et que, qu'on le veuille ou pas, ce format de débat va continuer, tant que cela rentre dans la logique de l'intérêt des acteurs. Si aujourd'hui ce n'était pas dans l'intérêt des acteurs, ce format ne pourrait pas prospérer. Dr Koukam, on m'a dit. Non. Oui, je voudrais ajouter quelque chose de peut-être symptomatique. Il faut analyser le comportement de la France aujourd'hui, puisque c'est le sujet qui nous réunit. Il faut le remettre dans un contexte de relations internationales. Parce que les acteurs se comportent aujourd'hui dans les relations internationales en tenant compte des différentes mutations. Vous savez, Bertrand Badia a parlé de l'impuissance de la puissance, remarquant que l'État n'était plus tout à fait le seul à décider. Il était influencé par d'autres, même s'il n'a pas été renversé. Il était influencé par d'autres acteurs de cet espace international, que sont les multinationales et les sociétés civiles. Influence effectivement les États. Sur quel point spécifiquement? Sur l'image. Sur l'image. Et effectivement, nous nous rendons donc compte que la mondialisation a mis les États dans une situation où on n'est plus dans le cadre de la diplomatie classique, où il y avait le canal diplomatique qui filtrait un certain nombre d'informations stratégiques. Les informations, grâce à la mondialisation, sont partagées en mondiovision, dont tout le monde sait tout, sensiblement ou presque, de ce que les États font, même dans les domaines où ce sont des domaines qui sont réservés. Et les États aujourd'hui sont dans une logique de construire la pensée, de travailler à leur image. Et ce n'est pas simplement la France qui est dans cette logique de travail sur son image. Nous avons les États-Unis avec toutes les initiatives qui visent la société civile. Nous avons aussi la Chine avec les instituts Confucius et ainsi de suite qui visent à travailler son image. Nous avons la Russie qui est dans la même logique de travailler avec les acteurs subétatiques et non étatiques. Donc, il y a une nouvelle forme, nous pouvons qualifier cela comme ça, une nouvelle forme d'action de l'État dans l'espace international qui remarque que les forces d'influence ont une capacité de nuisance, comme le dit Ignacio Ramonet, assez importante sur la perception que ces États ont en termes de puissance dans l'espace international. Donc, l'image que renvoie un État peut influencer le regard que les autres acteurs de l'espace international ont sur sa puissance. Puissance étant, comme on l'apprend dans le sens baudinien, c'est-à-dire la capacité de pouvoir influencer ou de pouvoir faire à un autre acteur quelque chose selon sa propre volonté. Prenons-le dans le sens baudinien, dans le sens de puissance absolue. Donc, le travail sur la puissance est aussi un travail. La puissance est aussi désormais marquée de l'image d'empathie que les autres acteurs ont de celui qui est l'hégémon stabilisateur. Donc, les puissances ne restent plus simplement sur la domination militaire et économique.
l'image est très importante, la construction de l'image, le travail sur l'image est très important, d'où le recours de tous ces acteurs au travail avec les entités subétatiques ou les entités non étatiques. Donc, les associations directement ou alors la société civile. Alors, le travail avec la société civile, dont ce que la France met en œuvre dans sa nouvelle politique depuis le sommet de Montpellier, c'est effectivement de ne pas abandonner la sphère institutionnelle, mais d'adjoindre à la sphère institutionnelle la sphère de la société civile, la sphère non étatique, qui permet de polisser les images, de faire en sorte que les sentiments anti ou alors contre ces puissances-là s'amenuisent. C'est une opération que ce n'est pas simplement la France qui le fait. Peut-être le débat c'est sur la France, mais toutes les puissances sont logées à la même enseigne. Toutes les puissances ont des initiatives quasi similaires pour développer la société civile, pour injecter des financements, pour éduquer ou structurer la société civile. Bien entendu, dans le cadre de notre débat, au niveau des pays, on peut dire avec Samir Amin, la périphérie reçoit ce nouveau développement dans l'espace international comme une atteinte à leur capacité d'autodécision, c'est-à-dire une atteinte à leur capacité de décider seuls. Donc, former la société civile à la démocratie, former la société civile à l'élection, former la société civile sur des sujets de droits de l'homme, pour certains pays de la périphérie, c'est considéré comme une atteinte à leur capacité d'automanagement, à leur capacité de formation de leur société civile. Sans oublier qu'il n'y a pas de société civile mondiale. C'est une utopie. Les sociétés civiles sont nationalisées. Les sociétés civiles ont des espaces géographiques d'expression. C'est la raison pour laquelle vous allez entendre parler de la société civile française, camerounaise, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas une société civile mondiale, c'est une utopie. Donc, il y a aussi une action de souveraineté. Donc, pour les pays de la périphérie, la souveraineté s'exprime aussi sur la gestion de leur société civile. Donc, c'est pour ça que les pays de la périphérie reçoivent cette nouvelle tendance dans les relations internationales comme une intrusion dans le management de leur société civile. Parce que si votre société civile est éduquée, est formée, est financée par un acteur plus puissant, vous le recevez, vous de la périphérie, comme une intrusion des puissances du centre. C'est effectivement cette structure qui fait qu'il y a des réflexions qui sont contre ce nouveau format, cette nouvelle méthode que les puissances qui agissent dans l'espace international comme des acteurs rationnels, c'est-à-dire que ce sont des acteurs qui ne recherchent que les intérêts et les parts de marché. Donc si pour que l'action institutionnelle d'un État soit favorable, soit facilitée, il faut discuter avec la société civile pour polir l'image, les puissances le feront. C'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre effectivement tous les mécanismes mis en place par la France et la visite du président Macron dans les différents pays africains. À noter que dans la... Oui, docteur. Non, je comprends bien l'argumentaire très opérationnel du docteur Claude Bekombo. À mon avis, ce qui gêne un peu, c'est que la mondialisation néolibérale, l'économie néolibérale nous a imposé une surenchère du droit individuel. Une nationalité ne vous plaît pas, vous la changez. Vous faites un contrat, si ça ne vous intéresse pas, vous arrêtez. Vous êtes dans une maison, vous avez pris un engagement. Si ça ne vous convient pas, vous changez. Vous prenez un partenaire. S'il ne vous plaît pas, vous êtes dans une amitié. Si ça ne marche pas, vous changez. Et du coup, on est désormais rentré à cause de cette économie néolibérale-là, parce que tout le centre d'intérêt est désormais économique. C'est l'économie qui commande tout, qui commande la politique, qui commande le social, qui commande tout ce qui peut s'agripper autour. Du coup, on se retrouve dans une situation où la notion de souveraineté d'un État, si tant est que l'État était le lieu de construction commune d'une certaine appartenance et des défis communs,
on se retrouve dans une construction du monde où il y a des États qui sont constitués et qui souhaitent le demeurer en fragilisant d'autres États. C'est-à-dire en faisant comme une intrusion en raison de cette surenchère du droit individuel dans d'autres États pour prendre ce qui est bon de ces États. C'est dans ce contexte-là que vous pouvez mettre des concepts comme l'immigration choisie. C'est-à-dire qu'on peut aller dans un pays et trouver que quelqu'un est important dans un domaine et on a les moyens de recruter cet individu-là pour le ramener dans l'appartenance qui est la nôtre pour pouvoir construire ce qu'on veut construire. En le faisant, dans la construction d'un monde comme celui-ci, on va bien se rendre compte que des pays, des États qui sont construits et qui sont très jaloux de leur souveraineté, piétine un peu, si vous voulez, la souveraineté des autres États. L'économie néolibérale, je l'ai dit, vient donner la légitimité à tout cela. Mais je pense qu'il serait important que les États de la périphérie, pour emprunter au Dr Claude Ekombo, les États de la périphérie ne se considèrent plus seulement comme des États de la périphérie, mais comme des États qui peuvent être centres même par rapport à eux-mêmes. C'est-à-dire se définir un projet de société propre et voir comment leur société civile devient des acteurs pour la construction de leur projet de société. Quitte à ce que on ne voit plus l'intrusion des autres, la venue des autres comme une menace, c'est tant mieux. Parce que on ne peut pas tout reprocher à cette dimension, parce que ces individus qui vont aller en France, qui vont faire les grandes écoles, qui vont avoir de grands travaux, ils vont venir parfois, très souvent ou bien en général, ils sont très importants pour la construction de nos propres États. Ça, c'est tant mieux. Mais on ne peut pas construire nos États sur le hasard que l'histoire nous apporte. On ne peut pas construire nos États sur le hasard que l'histoire nous apporte. Les autres ne peuvent pas prendre des initiatives et nous bénéficions des résidus de ces initiatives-là. Il faut bien que nous puissions porter des initiatives, quitte à nous considérer nous-mêmes comme des États centraux par rapport à nous-mêmes, même si notre conception d'État central ne bouscule pas celle des autres, mais si on ne commence pas à un moment donné, on va fragiliser nos États, on va exposer les individus et on va rentrer dans un monde qui, dans 10, 20, 30, 50 ans, n'aura plus notre présence en réalité. Alors vous considérez que dans ce cas que le questionnement ou alors le rejet de ce que vous avez considéré tout à l'heure comme des résidus de civilisation est un début de solution? Si les gens se questionnent, si les gens rejettent à la base, ça signifie qu'ils envisagent certainement autre chose. Maintenant, il faudrait qu'ils envisagent autre chose. Parce qu'en général, on s'est rendu compte qu'on rejette tout simplement pour rejeter. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la critique, comment on appelle ça? Il y a un thème philosophique pour bien le dire. C'est-à-dire, on critique pour critiquer tout simplement. La critique, c'est une évaluation. Évaluer, c'est parce qu'on a des perspectives. Mais vous avez une société comme celle-ci où les gens peuvent, pendant de longues heures, faire des discussions pour rejeter une chose sans envisager une autre. Parce que le débat contradictoire n'est pas toujours la bienvenue. Vous connaissez un peu le contexte dans lequel nous sommes. Oui. Oui, je suis très content de voir qu'il n'y a pas, on ne partage pas forcément les mêmes vues. Ça enjolive le débat. Je voudrais dire que les rapports inter-États sont des rapports qui se passent dans un espace donné. Et la France est la 5e puissance mondiale. Nous savons, elle est membre du Conseil de sécurité. Donc, tous les autres membres du Conseil de sécurité ont une démarche au niveau de l'espace international qui est une démarche raisonnée pour la gestion de l'image. Pourquoi nos pays africains restent simplement sur la... C'est une question qu'on doit se poser. Pourquoi ce n'est que la matrice institutionnelle qui intéresse les pays africains? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir un représentant d'un pays africain qui arrive dans un pays d'une superpuissance et a des discussions
autant avec les représentants institutionnels que les représentants non institutionnels. Donc, ça veut dire que nos pays africains ne sont pas dans la logique d'influencer le débat dans des pays qu'ils considèrent comme des puissances. C'est donc la marque d'un renoncement. D'accord? Alors, c'est pour ça que nous disons qu'il faut, certes, construire un commun, mais il faut faire une rupture. Il y a une rupture épistémologique qu'il faut faire dans la perception que les pays africains ont de leur projection dans cet espace. Cet espace est concurrentiel. Il ne faut pas il faut pas éviter de le dire. C'est un grand marché où tout le monde cherche à être monopoleur. Alors vraiment, et c'est un marché de dupes. Il faut le dire clairement aux pays africains. Et je pense que les discours, quand on prend les éléments de langage de tous les échanges que le président Macron a eu à avoir, vous savez très bien quel est le pays qu'il a cité énormément dans toutes les étapes, les prises de parole. Le concurrent est clair, il est identifié et on vient faire la guerre aux concurrents sur un territoire donné. Le problème, c'est que les territoires qui reçoivent doivent bien être conscients de ce rapport de force et tirer les marrons du feu de ce rapport de force, puisqu'il y a effectivement une guerre ouverte avec la Russie. Ne nous voilons pas la face. Ne nous voilons pas la face. Les éléments de langage nous permettent de le comprendre très clairement. Mais les autres éléments de langage, là, ce sont des éléments de langage qui sont affichés. Nous n'avons pas vu la même audace, disons-le clairement, des représentants des pays africains, postulant effectivement quelle est leur place dans cette rivalité. Nous avons plutôt vu des attitudes d'explication, des attitudes d'évitement, des attitudes de conciliation. On aurait aimé voir des attitudes où, effectivement, on assume être à équidistance et on explique pourquoi nous sommes à équidistance par rapport à un rapport de force. Donc, il faut changer déjà ces paradigmes-là. Il faut que dans le discours, ne serait-ce que dans le discours, que les représentants des pays africains puissent assumer leur positionnement clair. Soit c'est un positionnement en faveur d'une puissance par rapport à l'autre, il faudra l'assumer. Je pense que dans le passé, il y avait des leaders, pas que je critique les leaders aujourd'hui, il y avait des leaders qui assumaient clairement leur alignement derrière certaines puissances très visibles. Le discours français du président Macron est cohérent par rapport au comportement de la France dans l'espace international. Donc, je pense que c'est très important pour nos États de s'affirmer et de prendre position clairement. Alors, je souligne pour nos téléspectateurs que vous êtes l'auteur de cet ouvrage, l'équipe nationale du Cameroun, de football au Cameroun, l'ex-Lion indomptable de 1972 à 2014. Alors, docteur Macron, dans ce schéma de changement de paradigme, vous avez bien énoncé tout à l'heure que le choix du votant ou de l'électeur n'est pas a priori, n'est pas véritablement rationnel. Il cherche à la base celui qui peut satisfaire à ses besoins quotidiens. Et dans cet ouvrage, Décoloniser la pensée africaine d'économie, vous émettez un certain nombre de propositions pour nos acteurs, plus ou moins sur le plan économique, consistant à penser, se représenter, se projeter, s'accepter et inventer un nouveau schéma avec un point de mire, une réappropriation de nos mythes et l'invention des schémas nouveaux. Comment est-ce que les États africains, particulièrement le Cameroun, puisque c'est le cas qui est le plus immédiat, peut capitaliser tous ces apports, toute cette concurrence qui se déroule sur son sol, pas seulement au niveau macroéconomique, mais davantage au niveau micro, au niveau des territoires, parce que là, on n'en parle pas assez, mais les territoires locaux sont de véritables espaces marchands aujourd'hui. Je crois que c'est d'abord une question de vision. C'est d'abord une question de vision. Nous sommes dans des sociétés qui sont à la traîne, aussi parce que nous nous considérons comme étant à la remorque de l'humanité et que nous n'avons aucune ambition. Nous sommes des sociétés sans ambition. Parce que lorsque vous êtes porteur d'une ambition, vous définissez une vision pour la matérialiser. Nous n'avons pas de vision. Ce n'est pas parce qu'on se dote d'un document de stratégie sur la croissance et l'emploi, pour la croissance et l'emploi, ce n'est pas parce qu'on se dote
d'un document intitulé Cameroun Vision 2035 que cela est effectivement une vision. Ça peut être simplement un document programmatique dont on se doute parce que on subit l'influence ou l'imposition des bailleurs de fonds internationaux. Et la vision est fondamentale. La vision est déterminante parce qu'elle permet à un peuple de se déterminer comme étant un sujet. Un sujet, certes, présent, mais surtout un sujet en devenir. Qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Comment est-ce que je me représente aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux être demain par rapport à la configuration sans cesse mouvante des rapports de force internationaux? Il faut avoir une vision. Et maintenant, réfléchir quant aux différents mécanismes, aux différents moyens, aux différentes alliances à nouer avec les autres acteurs pour réaliser sa vision. C'est le premier schéma. Tant qu'on ne va pas arriver à ce niveau de définition d'une vision, on restera des acteurs qui sont des acteurs associés, des acteurs qui sont à la remorque, qui dépendent en réalité de la conjoncture mondiale. Regardez, par exemple, comment la plupart des pays africains aujourd'hui, bien que producteurs de pétrole, restent encore totalement dépendants de l'approvisionnement en hydrocarbures des pays étrangers. Comment expliquer que 70 ans après les indépendances, que des pays africains qui sont producteurs de pétrole, comme le Cameroun, soient dans l'incapacité d'exploiter leur propre pétrole, raffiner leur propre pétrole, se prononcer sur le volume de leurs réserves? Si vous demandez au Cameroun aujourd'hui, quel est son volume, le volume de ses réserves en hydrocarbures, personne ne peut vous dire. Personne ne peut vous dire que voici nos volumes de réserves en hydrocarbures. Cela peut nous permettre une autonomie stratégique et fonctionnelle de tel nombre d'années. Personne ne peut vous dire de façon objective quel est le volume de consommation mensuelle. Avant d'arriver à la consommation journalière, à la fois des automobilistes, des usagers, des entreprises, des ménages et des administrations. Donc nous sommes encore dans des pays dans lesquels on a mis la pensée en Bastille. Nous sommes dans des sociétés encore où penser est un acte de subversion. Si penser est un acte de subversion, ce n'est pas se projeter qui peut être un acte qui soit accepté. On va vous dire que vous entrez dans des actes de sorcellerie. Puisque penser comme activité banale, normale d'un sujet équilibré, est un acte de subversion. Je crois que nous avons aujourd'hui des préalables. Se doter d'une vision. Mais cela est en réalité dépendant de l'existence d'un leadership. Il n'y a pas de vision s'il n'y a pas un leadership. Et cela dépend de l'existence d'un leadership politique. C'est un leader, parce qu'en réalité, toute une société ne pense pas. Une société agit parce qu'elle est mobilisée dans un projet partagé. Mais il faut qu'il y ait des leaders dans une société qui disent voici l'objectif à atteindre et voici la marche à suivre. Voici l'état des moyens à notre disposition. Est-ce que ces moyens sont à la hauteur de notre ambition ou est-ce qu'on doit travailler pour les consolider? Mais s'il n'y a pas de leaders qui pensent pour la société, qui projettent pour la société, on ne pourra pas s'en sortir. C'est pour ça que le véritable débat sur le continent aujourd'hui est celui du renouvellement du personnel politique africain. Pour doter nos pays de personnes capables à envisager l'avenir dans le long terme. Nous sommes en réalité des gens qui fonctionnent comme des animaux. Vous savez, l'animal ne réfléchit jamais à assurer des réserves. Si le lion a réussi à tuer un hippopotame aujourd'hui, tant qu'il n'a pas fini de tuer l'hippopotame, il ne dort pas. Il ne réfléchit pas pour savoir si demain, il aura encore un hippopotame à tuer. Il n'a pas de préoccupations en rapport avec l'environnement, avec la disparition des espèces. Il vit au jour le jour et c'est comme ça que nos sociétés, en réalité, elles fonctionnent. Tant qu'on n'aura pas à la tête de nos sociétés des gens qui peuvent projeter à la fois nos pays et notre continent dans le long terme, on ne pourra pas s'en sortir. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que l'Afrique est le continent de l'avenir. Mais nous sommes les seuls qui le disons sans envisager les mécanismes pour le confirmer. C'est devenu une litanie
une tarte à la crème que tout le monde reprend. L'Afrique est le continent de l'avenir. Mais il y a deux façons d'envisager l'avenir, comme le disait Alioune Sall, dans Perspectives africaines. Il disait il y a une façon attentiste d'attendre l'avenir, comme un usager du service public des transports qui attend le train sur le quai. Mais il y a une autre façon d'envisager l'avenir en le convoquant, en l'attirant. Ces deux perspectives qui sont totalement différentes. On a d'un côté une perspective qui est totalement attentiste, immobile, et une autre perspective qui est une perspective d'anticipation. L'avenir qui s'en vient, comment est-ce qu'il s'en vient? Est-ce qu'il s'en vient étant favorable pour nous? Ou bien il va nous rendre encore dans des situations plus précaires qu'aujourd'hui? Comment faire pour que l'avenir qui se dessine soit favorable à notre propre accomplissement? Tout le monde est en train de vivre la nouvelle reconfiguration de l'économie mondiale au lendemain de la Covid. Nous sommes les seuls peuples qui ne sont pas rentrés dans une logique d'anticipation. On n'a pas déjà tiré les conséquences de la crise que le monde vit. Et qui fait qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il y a une reconfiguration de l'économie mondiale autour de certains pôles. Tout le monde voit aujourd'hui les conséquences de la guerre en Ukraine. Et dans plusieurs sociétés, on est dans un mouvement d'anticipation de la nouvelle reconfiguration des rapports de force mondiaux. Nous sommes les seuls acteurs de cette scène internationale qui sont dans la logique d'attentisme. On verra à la fin de la guerre celui qui aura gagné et celui qui aura le rapport de force en son avantage, et on verra comment négocier avec lui le bénéfice de quelques rentes. On ne se demande pas, on n'est pas dans la logique de l'écriture de scénario. Si A, aujourd'hui, a le rapport de force majoritaire et gagne, comment est-ce que nous profitons de la reconfiguration? Si c'est plutôt B ou c'est plutôt C, cela est en réalité le résultat d'une capacité d'anticipation. Mais tant qu'on n'a pas résolu le problème du leadership politique en Afrique, on sera toujours dans ces errances qu'on est en train de convoquer. Donc il n'y a pas en réalité, pour l'instant, grand chose à faire, à part chercher à conquérir le leadership politique pour mettre sur pied des possibilités de changement à la fois de vision, mais de capacitation de nos sociétés pour que celles-ci soient en mesure de faire face aux dynamiques du monde actuel. Merci. Alors, docteur Koukam, puisque nous sommes à la fin de cet entretien, le docteur Macron a ouvert une brèche sur la figure du leader africain, Au-delà du leader politique, du leader macro, on peut se dire que l'Africain lui-même, l'individu lambda, peut également se poser en acteur ou en actant de l'avenir. Quelle serait, selon vous, la figure de cet individu, de l'Africain d'aujourd'hui? Non, Fabrice, vous posez la question avec... je crois que vous avez la réponse. Vous savez bien que les leaders, d'autres leaders ne naissent pas quand le leader politique n'a pas... On est même dans une société où on vous reproche quelquefois d'être excellent. Vous n'avez qu'à voir, c'est-à-dire qu'on vous reproche d'être excellent, on vous reproche d'être leader, et chaque fois que vous montez en qualité, ceux qui sont les leaders du moment ont l'impression que vous voulez les remplacer. Parce que l'ancrage sur la figure de l'individu, on n'a pas encore réussi à la dépasser. Et je voulais dire quelque chose pour bien saluer le propos du docteur Macron tout à l'heure, c'est que pendant que le monde a changé, on est passé du matériel au numérique, mais en général, nos dirigeants n'ont pas changé. C'est-à-dire que le monde a changé. Le monde a changé, il a pris l'innovation qui s'est passée entre 1945 et aujourd'hui, en moins d'un siècle, dépasse des innovations qui sont passées sur 5-10 siècles dans le passé. Donc, il aurait été important que ceux qui gouvernent nos nations, ou bien nos États, soient adaptés au nouveau contexte qui s'est imposé au monde. Non pas parce que nous voudrions tout simplement très rapidement mettre nos vieux en congé, non, ce n'est pas ça l'intention. C'est pour mieux les protéger, il faut d'ailleurs, parce que vous voyez, c'est que ces leaders, nos leaders, doivent rentrer en discussion avec d'autres leaders qui sont beaucoup plus jeunes, qui ont beaucoup plus de nouvelles notions et qui doivent
se battre pour l'intérêt de leur pays. Je vais revenir sur, au départ, dans le propos liminaire du docteur Macron, il a dit l'Afrique c'est un territoire d'opportunité. Mais la question, c'est comme il a posé lui-même tout à l'heure, c'est un territoire d'opportunité pour qui? Bien sûr, c'est un territoire d'opportunité pour qui? Ceux qui ont l'investissement viennent en Afrique et on le chante tous les jours dans les médias, justement pour dire en réalité, si vous voulez avoir de la ressource, allez là-bas, vous pouvez avoir les ressources matérielles, vous pouvez avoir, tenez-vous tranquille, des ressources humaines. On va déplacer nos ressources pour qu'ils aillent dans des pays. Vous voyez comment ça se passe. Dès que vous êtes excellent un peu, vous avez une nouvelle nationalité très rapidement. Si vous ne la voulez pas, on vous la propose. Ils sont choisis. Voilà. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va rester dans la même logique du 15e siècle. Parce que qu'est-ce qui s'est passé au 15e siècle? C'est qu'on est venu chez nous prendre ceux qui étaient robustes, forts. On dit pas souvent intelligents. Mais probablement, ils étaient intelligents. C'est-à-dire qu'on est venu sélectionner chez nous des individus et on allait construire des pays ailleurs. Et aujourd'hui, on a changé de forme, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a changé de forme, ce n'est plus la brutalité, ou bien c'est une autre forme de brutalité. On vient prendre ce qu'il y a de meilleur chez nous pour aller construire d'autres États. Non. Je vais revenir sur ce qu'ont dit les copanistes tout à l'heure. Il nous faut un projet de société qui considère l'individu comme l'acteur principal de ce projet. Parce que si l'individu n'est pas l'acteur principal du projet, son sentiment de frustration en voyant que d'autres choses se passent ailleurs, s'il n'est pas considéré comme fondamental, il va trouver rapidement une nationalité où il se sent utile. Vous avez des gens qui vous disent que j'ai appris des choses que je n'exerce pas et qui sont dans notre pays. J'ai appris des choses que je n'exerce pas. Qu'est-ce qu'il fait? Cette frustration fait que rapidement, il trouve le lieu, le contexte où on peut lui permettre d'exercer ce pourquoi il est allé à l'école. Merci, docteur Macron. Docteur Koukam. Alors, sur la même question. Partagez cette Dans le leadership, la nécessité d'un leadership, non, je partage le point de vue du docteur Macron et du docteur Koukam pour dire que Jean-Baptiste Durosel et Pierre Honorvin ont parlé de l'homme d'État dans l'un de leurs ouvrages sur l'histoire des relations internationales. Je pense que nous avons besoin en Afrique des leaders qui ont l'étoffe des hommes d'État, c'est-à-dire que mettre la raison d'État et l'intérêt de l'État au centre de leur action. Je pense que la perspective qu'a développée Jacques est très importante, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas avoir des micro-leaders ou alors des leaders relais sans que le leadership de base soit un leader fort et un leader qui a des attitudes d'acteur rationnel dans l'espace international. Alors, pour finir, quels seraient vous qui êtes un observateur averti des relations internationales, des grands enjeux du moment, quels seraient les domaines sur lesquels nos opérateurs économiques africains et français pourraient davantage accentuer ou approfondir leur collaboration? Alors, je pense que les industriels français ont très vite compris qu'en Afrique, il y a une niche de développement dans l'industrie culturelle, déjà. C'est la raison pour laquelle il y a des programmes pour développer ce secteur particulièrement, le secteur de la culture. Il y a aussi le soutien au tourisme, le secteur du tourisme, parce qu'effectivement, on ne peut prendre cette question que dans le sens de l'Afrique, de ce que l'Afrique peut avoir à offrir pour ces industriels-là et des niches où les sociétés françaises ou européennes peuvent avoir encore des parts de marché assez conséquentes. Donc, le tourisme, l'industrie de la culture peut être des éléments, des espaces, des secteurs qui permettent le numérique, sans oublier le numérique bien entendu, sont des espaces qui permettent aux entreprises françaises et africaines de pouvoir développer des parts de marché conséquentes. Bon, les domaines traditionnels étant des domaines où effectivement il y a un développement assez conséquent. C'est ces nouveaux secteurs que nous pouvons imaginer, donc la culture, le tourisme et le numérique. Merci, mesdames, messieurs. Nous voici à la fin de notre débat. Nous espérons que vous avez été enrichis. N'hésitez pas à nous revenir pour des questions. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la sonnette de notification
Je rappelle que nos panélistes, Dr Koukam est l'auteur de L'école pourquoi faire, réflexion sur les systèmes éducatifs dérivés. Dr Claude Bekombo est l'auteur de L'État et l'équipe nationale de football au Cameroun, la Lex Lion indomptable de 1972 à 2014. Je vais trahir un secret en annonçant que vous nous préparez un ouvrage sur la politique juridique sportive de l'État du Cameroun. Tout à fait. Et le docteur Richard Macon est l'auteur de, entre autres, l'auteur très prolixe, de Décoloniser la pensée africaine de l'économie, trajectoire épistémologique, itinéraire théorique et pratique. Et puis, un ouvrage qui a conduit vers la fin du débat, le leadership en Afrique, essai de philosophie publique sur le développement. Nous signalons déjà que nous aurons un plateau spécial sur le leadership en Afrique dans les prochains jours. Merci Dr Macon. Merci Fabrice. Merci Dr Koukam. Merci Fabrice. Merci Dr Bokombo. Merci Fabrice. À très bientôt sur Africa TV.